Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du commandeur. Bonsoir. Je vérifie qu'on était mis en live. On est avec Sgana et Thomas Méchin et Naïm, parce que j'ai oublié, c'est un truc à planter là. Mais on va être bon. Nous sommes avec Koraich, Sgana et Thomas pour l'annonce du duel commandeur de ce soir. Coucou tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir en tout cas, très nombreux ce soir pour l'annonce. En tout cas, est-ce que vous allez bien, vous trois, déjà? Bah nickel, hein. La vie est belle. Bah ça va pas mal, hein. Les tournois reprennent, on m'a dit que c'est cool, de Analytics était une édition intéressante, tout va bien. Moi c'est la rentrée scolaire, c'est pas la meilleure période. Alors Sgana, on t'a pas souvent, pour autant dire que c'est la première fois d'ailleurs, même sur ces lives du lundi soir. Je devais être au ping-pong normalement quoi, mais bon. Ah. Il a fait un choix. T'as préféré faire plaisir à des centaines de milliers de joueurs de Duel Commander plutôt que ton passe-temps personnel, donc c'est beau. Alors du coup, question, qui c'est qui a la main sur l'annonce du comité de ce soir? Qu'est-ce qui lance le... C'est déjà prévisible. Ça doit être William. C'est déjà lancé, c'est ça? On voit qu'il n'y a pas de change sur les rules, les cartes ne changent pas, et il y a des expérimentales Deban, donc que sont Yoshimaru. Bon, bah ça c'est fait, hop, on revient. Alors, moi de mémoire, il me semblait que les expérimentales ban ou Deban s'étaient arrêtés, et du coup ça revient. Sgana, Thomas? Non, c'est pas véritablement une idée qu'on avait abandonnée, c'est pas quelque chose en tout cas qu'on pouvait faire il y a très longtemps. On le fait de plus en plus parce que le format évolue plus vite, parce qu'il y a plus de cartes puissantes qui sortent. Donc forcément, au sein du comité, on n'a pas la puissance de test qui nous permet de vraiment être certain de nos décisions. Donc l'expérimental unban, il sert à ça finalement, à donner la main à la communauté pour qu'il nous montre, et puis pour qu'il montre à tout le monde qu'est-ce que c'est que la vraie puissance d'un général. Que d'ailleurs pour celui-ci, on n'a jamais vu à l'œuvre encore. Alors, si j'ai bonne mémoire, la règle des partenaires a été changée il y a quelques temps, en même temps que le ban de Yoshimaru, si je me mélange pas. Du coup, à ce moment-là, vous disiez qu'il fallait justement ban ce chien, même en changeant la règle des partenaires. Du coup, maintenant, la règle des partenaires a changé, et maintenant, Yoshimaru est déban. Alors que bon, il y en a encore des partenaires qui sont toujours ban. C'est quoi la raison, du coup, de cet expérimental unban? Il y a différentes raisons. Il y a déjà le constat que en ce moment, Agro, c'est pas au mieux de sa forme. On a besoin de redonner un petit peu de vigueur à l'archétype. Pour l'instant, il se fait écraser par à peu près tout le tier 1. Donc si on voulait expérimenter quelque chose, il fallait qu'on aille chercher un bon commandant pour Agro. Ça manque les bons commandants pour Agro actuellement. Pourquoi lui? Voilà, parce qu'il remplit déjà ces conditions-là. Lui aussi, il est important parce que c'est encore pas quelque chose qu'on a vu. C'est quelque chose qui a été, qui a été banni très rapidement. On n'est pas très fan de faire des bans en avance. Donc là, bon, c'est une façon aussi de revenir un petit peu dans un moment du metagame qui est plutôt le bon moment, on va dire. Pour proposer un nouveau commandant qui a encore jamais été testé, qui a encore jamais montré finalement ce qu'il pouvait faire, et puis qui a beaucoup de potentiel avec son partenariat. Voilà, on n'a pas un build qui est très prévisible, et puis encore une fois, c'est suffisamment large comme possibilité pour que on dise à la communauté, bon bah voilà, aidez-nous, montrez-nous ce que ça fait, et on va voir si ça a un aspect positif sur le format. C'est toujours très délicat d'unban une carte. Il faut toujours se demander à qui profite le crime en fait. Si vraiment on est sur un truc qui risque
déformer le metagame parce que déjà, on a un certain type de jeux qui sont similaires et qui vont finalement continuer à se partager le haut du gâteau. Ça sert pas à grand chose, donc il faut déjà que ça aide une partie du format qui soit un petit peu délaissée, qui soit mise en arrière à ce moment-là. On avait plusieurs intentions hein, par rapport à Yoshimaru. Bon, je pense qu'elles ont été à peu près résumées. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je suis d'accord avec tout ce que dit Sgana. Puis Yoshimaru, en fait, il a eu un mauvais tempo parce que la carte, on l'a bannie de façon préventive, en fait. Mais la carte a été bannie, en fait, au moment où il y a eu la règle des partenaires. Enfin, avant qu'il y ait la règle des partenaires, pas un seul objet en command zone, mais on peut en caster qu'un par partie, ce sera toujours le même. Du coup, bah, il a un petit peu pris quelques semaines avant. Du coup, on n'a jamais essayé la carte. Moi, à titre personnel, j'ai l'impression que c'est un peu fort, mais pour autant, il faut essayer. Les agros très classiques, comme disait Sgana, sont moins bien positionnés en duel commander et à Magic de façon générale. Et c'est vrai que dans tous les formats, ils ont tendance à revenir quand ils ont une carte extrêmement puissante, comme l'exemple le plus récent qu'on a pu avoir, c'est Winota, par exemple, en pionnier. Yoshimaru, c'est un deck qui va apparaître beaucoup de builds intéressants. Donc les builds logiques, a priori, c'est soit une base blanc-noir avec Miara et Lurus en compagnon. Donc c'est un des builds possibles, en tout cas c'est peut-être le plus visible. Le plus obvious, ouais, tout à fait. Et moi je crois que les autres builds, ça va sûrement être des tricolores, avec par exemple un autre partenaire très fort comme Chrome. Du coup l'avantage du tricolore, c'est d'avoir un power level élevé, et encore plus que dans les autres jeux avec un power level élevé, c'est d'avoir beaucoup de légendes, de cartes légendaires qui sont puissantes, et pas être obligé de jouer des calmeubles ou des mauvais terrains pour faire fonctionner notre général. C'est ça. C'est vraiment un jeu qui va devoir être exploré. Il y a énormément de possibilités à faire. Et en même temps, le principe du deck fait que finalement, comme tu dis, il va falloir creuser un petit peu pour aller chercher les bonnes choses, à moins d'y mettre beaucoup de couleurs. Donc y mettre beaucoup de couleurs, ça a aussi des mauvais côtés. Hein. Une mana base qui est propre, une mana base qui permet d'avoir une sortie extrêmement régulière. Forcément, ça peut avoir un avantage. On va voir. On ne peut pas prévoir véritablement qu'est-ce que Yoshimaru va nous apporter. A priori, en tout cas, on devrait gagner un petit peu dans la balance des archétypes. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on prévoit. Après, à vous de nous le prouver, quoi. Alors, j'ai eu une question dans le chat, juste au début de l'explication, qui était... parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les expérimentales ban et unban, parce que je crois que c'est le deuxième qu'il y a au cours de l'histoire du Duel Commander, et que le premier c'était Zur. Qu'est-ce que c'est un expérimental unban? C'est un message particulier pour dire que la carte en question est toujours très surveillée. C'est un peu comme pour revenir un petit peu sur la même idée, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont pas simples à évaluer. Donc c'est à partir de ce moment-là que c'est expérimental. On n'est pas sûr de nous, mais l'idée claire et nette, c'est de passer le message. C'est légal, mais faites attention, ça pourrait ne plus l'être. Voilà, c'est vraiment la seule idée, quoi. C'est en zone rouge, quoi. Pardon ? C'est en zone rouge, quoi. Exactement. En attendant que les questions arrivent, Koraïch, toi tu peux donner ton avis toi sur Yoshimaru. Oui, est-ce que toi déjà de base, quand le chien est arrivé, a été dévoilé par Wizard, toi tu trouvais que c'était unfair, tu trouvais que c'était du coup qu'il a été banni, c'était pas cool, ou voilà. En fait, quand c'est arrivé, comment dire, on était à une période où on avait commencé enfin à réussir à équilibrer donc enfin il y avait eu enfin un nouvel équilibre sur partner après donc la dernière vague qui était arrivée, on commençait enfin à avoir quelque chose qui n'était pas complètement absurde. Et là, il y a eu Wizard qui a sorti Yoshimaru en dehors d'une édition Commander, donc un partenaire en dehors des Commanders, ce qui n'était pas encore arrivé, et qui disait malheureusement au comité que on pouvait se retrouver avec justement des partenaires à nouveau, donc
de manière assez random, enfin au hasard quoi. Et surtout, le général faisait vachement peur parce qu'on avait un drop 1 donc en commande zone qui est en blanc avec d'autres couleurs et souvent c'est ce qui prend aggro très fort. On peut de toute façon comparer par exemple avec Monored qui vivait très bien avec quand il avait des drop 1 en commande zone. Et puis là, après, effectivement, ça demandait quelques contraintes de build, de jouer pas mal de. Enfin, peut-être quelques légendaires de plus, mais il y en avait déjà beaucoup dans le format qui étaient intéressantes. Mais là, avec le nerf de partner, on avait moins déjà cet aspect de gratuité sur justement l'autre général qui viendra pour pouvoir renforcer. Et quand justement il y a eu le nerf de partner, je me suis dit c'est peut-être un peu dur de laisser Yoshimaru en banlist à ce moment-là parce que globalement ça va être pour un souvent peut-être une 3-3 ou peut-être une 4-4 éventuellement, mais ça va rarement excéder plus. Et puis le format il est rodé pour. Enfin, il est habitué à devoir combattre des Ogak qui peuvent tomber tour 2 ou tour 3. Donc on peut, enfin on sait à peu près jouer avec des grosses menaces comme ça. Et puis c'est pas un général qui fait non plus du card advantage, qui fait pas d'effet de taxe sur l'adversaire, de la hate. Et là c'est vraiment juste pour frapper ou pour bloquer. Et je pense pas que ce soit, tant que n'est pas complètement aberrant en termes de puissance, il n'y a pas trop de. Ça me paraissait plutôt logique que ça soit aujourd'hui en tout cas des bannis et peut-être même au moment où on avait eu justement le nerf de partner. Voilà. On n'était pas non plus à l'époque dans une domination d'Esper Control, on était quand même dans une problématique qui était assez différente. On était déjà sur des tours 1, beaucoup de tours 1 qui ont été bans parce que justement le format ne les supportait pas. Et bon, il y a quand même eu une glissade assez récente où les jeux contrôle ont complètement dominé le format. Et ce qui n'était pas complètement des jeux contrôle, on a eu Grist qui arrivait, qui exterminait également aggro. Là, on était arrivé à un moment où jouer aggro, c'était pas safe du tout, quoi. Donc, ouais, et puis globalement, même les jeux. surtout un aggro de type Winnie, c'est-à-dire un véritable aggro, pas un aggro qui va tendre vers mid-range, comme on en a souvent, qui de toute façon se font éclater par contrôle de la même manière. C'est un archétype qui était vraiment pas là, quoi. On peut avoir quelques aggros en bicolore, et encore, il n'y en a pas beaucoup, quoi, finalement. On n'a pas de très bons représentants d'aggro. Encore une fois, ça me manque de bons commandants. Si c'est pas des archétypes qui vont profiter d'une carte en particulier, c'est des archétypes qui ont véritablement besoin d'une command zone puissante. On va difficilement faire un effet buff sur ce genre de deck si on lui rajoute simplement une carte, c'est pas suffisant. Et il faut bien cibler également la carte parce que selon la carte qu'on va rajouter, il y a un gros risque que ça profite beaucoup plus à d'autres jeux qui sont déjà très très forts. Donc il faut vraiment cibler quelque chose qui puisse pas être exploité par les autres et qui va créer un nouveau contenu dans le format. Donc là, en l'occurrence, c'est un deck Winnie, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qu'on voudrait promouvoir. Donc l'idée du Yoshimaru, c'était qu'il rentrait bien dans toutes ces cases. Un peu un Isamaru pumpé dans l'idée, quoi. Ouais, avec quand même des contraintes de build très différentes et des possibilités autres, étant donné qu'on va pouvoir y rajouter plusieurs couleurs. On a là un commandant à 1 mana dans un deck multicolore. C'est rare, quoi. On n'a pas une Figure of Destiny qui soit légale en command zone. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'unique. Ça va pas normalement être extrêmement dominant vu les contraintes de build, mais voilà, il y a beaucoup de possibilités autour de la carte et on va être très intéressé de voir ce que ça va produire. Moi, je nuancerais un peu sur la domination de jeu contrôle. En fait, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de jeux de contrôle dans le format. Contrôle, c'était un peu le parent pauvre du Duel Commander depuis plusieurs années. Là, on a eu Shurikai qui était vraiment un excellent général ces derniers mois, qui a remis contrôle sur le devant de la scène. Mana pas stable, un kill qui est difficile à tuer, qui est abordable pour un jeu contrôle, qui fait piocher, qui stabilise, qui tue, donc vraiment tout ce que ça voulait.
peut-être un poil borderline, puis en plus c'était les gens qui jouaient bien Magic et qui venaient des autres formats qui avaient tendance à le jouer. Donc le jeu a des très bons résultats. Et là finalement on a Tivit qui est un jeu Esper qui encore une fois plaît aux gens qui jouent plutôt bien et qui récompense le beau jeu parce que tu t'assois à ta table, tu as zéro match-up très défavorable. Tu as des contre-sorts, des excellents removal, un peu de discard, des kills. Donc c'est vrai que Esper ces dernières années a eu, c'est ça que tu voulais dire, je pense, a eu des upgrades exceptionnels en termes de removal et de gestion. Et en fait on se rend compte que dans le format, bah, souvent, sans parler forcément de jeu de contrôle, il y a un shell Esper, même le jeu Storm hein, qui est très fort, Will Lucalurus, c'est tous les bons removals d'Esper et les excellents removals des autres couleurs. On fait un truc à côté, ça va tuer avec une combo avec des créatures comme Raffine ou avec des kills plus traditionnels comme Tivit. Et c'est vrai que le Shell Esper répond très 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 bien à aggro, ouais. Notamment avec la profusion de cartes qui font gagner des points de vie et qui sont très bonnes ces dernières années comme Solitude par exemple. Le deck Raffine, il a quand même une composition qui est différente de ce qu'on voit en Esper d'habitude, il est vraiment particulier. Mais les jeux Esper en soi, ils ont une grosse partie du deck qui découle véritablement de ce qu'on attend d'un jeu Esper. Il y a probablement 90% du deck au moins qui est dédié à la stratégie Esper Control. Il y a très peu de variance finalement dans les différents builds. On a une base qui est assez entière, ça peut varier un petit peu sur les kills, ça peut varier un petit peu dans la proportion des removals ou des counter spells. Mais grosso modo, il n'y a pas beaucoup de place dans un deck Esper. C'est un petit peu différent d'autres decks tyrins, je dirais comme Grist, qui a un petit peu plus de liberté d'action, qui a un shell qui est un petit peu moins fourni. Je pense que, en disant des chiffres à la con, on doit avoir au moins une dizaine, une quinzaine de cartes, peut-être 20, qui peuvent être modulées en fonction de ce que veut faire le deck. Esper ou moins. Esper, il a vraiment un shell qui est déjà nivelé. Tout le monde voit à peu près ce qu'il va mettre dedans. Donc, à partir du moment où on a un shell Esper qui en ce moment est très fort, ça va être difficile de s'en débarrasser, quoi. On peut pas bannir véritablement les commandants d'Esper parce que ils vont se remplacer les uns après les autres. Puis ils sont quand même. Ils sont pas terribles, hein. Bah, le Raffine c'est une bonne carte, mais c'est pas non plus du power level de certains autres généraux. Et Tivit, bah, quand c'est là et qu'on dégage avec, c'est fort, mais c'est 6 mana quoi. Dans un jeu qui peut pas vraiment ramper, c'est compliqué, ouais. Justement, ça montre bien que le Shell Esper très vigoureux, alors que qu'il n'a pas besoin de son général, quoi. Plus ou moins, quoi. Alors... Toujours bien hein, de casser un 6-6 vol et d'avoir 3 trésors et qui permettent de se protéger derrière. Hein. C'est un 6-6 vol pour 3 mana au bout d'un moment. Vu la propagation des cartes en ce moment, vu tout ce qui paraît, je crois pas que avoir un général Esper qui soit correct, ce soit quelque chose qui soit difficile à trouver dans le format ou à retrouver dans les éditions à venir. Je nuancerais juste ce que tu as dit un peu précédemment sur Grist. Pour moi, en fait, Grist, c'est pas un jeu qui a 10-15 cartes différentes, c'est quand même un jeu qui a une structure, tu joues les bons tuteurs verts, les elfes, ton bon jeu c'est de faire un général tour 2, t'as toutes les cartes cassées qu'on retrouve à côté, les Nightmares, les Survies, les Pods. Mais moi je comprenais ça plus que tu disais, comme c'est vrai qu'Esper ça fait toujours les mêmes trucs, aligner les terrains, ou des removals, de la gestion, des piocheurs, puis on joue un kill. Alors que Grist, pour le coup, les parties elles se construisent toujours très différemment. Quand tu fais pas Elf tour 1 et que t'as un Grist T3, bah, tu fais des parties beaucoup plus mid-range. Et c'est toi qui essayes un peu de survivre à ce que l'autre fait, puisque t'as pas beaucoup de removal à part ton général. Et quand tu fais Elf tour 1 et que t'es sur le play, que tu fais ton général tour 2, bah, les parties se construisent très différemment. Donc c'est vrai que les parties contre Grist se ressemblent jamais vraiment. Alors que Esper, c'est vrai que ça peut provoquer peut-être une lassitude qu'on n'a pas envie de voir dans ce format où toutes les structures de game sont pareilles. Ouais. Alors que Grist, c'est très différent la construction des parties. Il y a probablement plus de richesse dans la manière de jouer Grist, c'est certain. Mais je pense malgré tout que le jeu Grist, il a quand même une bonne marge pour pouvoir choisir la direction dans laquelle il va aller, l'avantage de discard, si tu as envie de te prévenir contre les jeux combo, voire contre les jeux contrôle. Si tu as envie de continuer à écrabouiller les jeux aggro, bon, bah, tu vas rajouter encore des removals. Bon, il y a quand même
Là, on était en train de comparer différents terrains, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des parties qui sont différentes, beaucoup plus. C'est beaucoup plus linéaire dans Control. Dans tous les cas, c'est des archétypes. Quand on regarde Esper Control, ça disparaîtra jamais, quoi. On est sur un classique, on ne peut pas empêcher Esper Control d'exister. C'est pas possible. Non, c'est difficile, ouais. Bah, ouais. Nora, ça fera toujours partie du metagame. Alors, si vous voulez, on va passer à une autre question. Alors, on a Askeladon qui pose une question de savoir pourquoi vous n'avez pas unban Winota pour renforcer aggro, sachant qu'il y a des chances que Yoshimaru soit plutôt axé tempo. Alors, moi je pense que Winota, je suis partagé. Si ça tenait qu'à moi, je pense que ce serait unban. Cependant, ce serait unban parce que c'est un jeu qui à l'époque n'avait déjà pas des résultats exceptionnels, hein. Ça avait un peu moins de 50% de win rate dans mes souvenirs, 47%. Et moi, le jeu, je l'ai joué et j'ai joué contre. Et bah, en fait, des fois, on faisait bet tour 1, bet tour 2, et Winota T3, T4, et il n'y avait pas de removal en face. Là, c'était la maxi des roulades et on jouait pas. Et parfois, le jeu jouait des bêtes quand même assez médiocres pour faire fonctionner son général. Winota n'arrivait pas, ou l'autre avait de la gestion et c'était très nul. Du coup, c'était d'un côté un jeu qui était pas hyper intéressant à jouer, Absolument. et de l'autre, un jeu, bah ouais, les parties où on prenait Winota rapidement avec des bêtes et que ça connectait, c'était hyper dur de revenir et ça favorisait pas les phases d'attaque, la gestion des removals, comme on peut s'attendre d'un jeu Winnie comme était Winota. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a conduit le jeu à se prendre un ban en pionnier où c'était fort, mais je crois que c'était même pas le jeu le plus présent du format en pionnier, mais vraiment ça écrasait trop les parties et soit on le battait de façon hyper régulière, soit on se faisait défoncer et il n'y avait pas trop de parties. Donc je pense que c'est ça qu'a voulu éviter le comité, notamment parce que c'est un format où l'expérience de jeu est hyper importante, ne serait-ce que pour les joueurs, où il y a beaucoup de cartes qui sont sur la banlist, on peut en discuter, mais elles sont pas intéressantes. Et c'est aussi dans un sens la direction qu'a pris Magic ces dernières années en fait. On le voit bien en moderne, en legacy, en standard, il y a plein de cartes qui ont été bannies, qui n'étaient pas outrageusement puissantes, mais qui nuisaient considérablement à l'expérience de jeu. Et c'est vrai que Winota pourrait entrer dans cette catégorie-là. Peut-être qu'après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, si Yoshimaru, ça suffit pas à rendre Agro Winnie viable, c'est une carte qui pourrait être envisagée aussi d'être débannie avec peut-être d'autres généraux. Ouais. Yoshimaru est quand même beaucoup plus fair dans son type d'action. Winota, c'est effectivement un coup à te dégoûter de Magic quand tu prends deux sorties en tournoi où tu peux absolument rien faire. Winota, c'est un gameplay petit ou double qui est pas très intéressant. Tu parles de Winnie, la composition du deck est assez proche. On a quand même un général à 4 mana. On n'a pas un jeu qui est véritablement fait pour faire du Winnie. On a un jeu qui est fait pour spammer son général qui vaut 4 mana et ensuite essayer de faire le maximum de value avec. Bon. Et puis il faut pas oublier que le Commander, c'est pas Duel Commander, c'est pas non plus c'est pas un format où on doit se préoccuper simplement des aspects compétitifs. La mauvaise expérience de game, elle se passe pas toujours dans le top 8, elle peut se passer plus loin. On a besoin de tout type de joueurs pour remplir les salles. On a besoin de... Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui viennent pour s'amuser au Duel Commander. Donc on a un peu le cul entre deux chaises. D'un côté, il faut essayer de promouvoir une bonne expérience de jeu. De l'autre côté, il faut essayer que le metagame soit relativement sain pour avoir un maximum de possibilités de gagner avec des jeux différents. Winota, c'était assez nocif dans le sens où l'expérience de jeu était naze, où quand on le jouait, oui, on pouvait faire des résultats, mais finalement, comme c'était souvent du 50-50, Thomas il parlait des 47%. Ouais, donc effectivement, ça résume bien à peu près ce que le deck faisait, quoi. Soit l'adversaire qui est en face, il est un peu dégoûté de s'être pris la sortie de Winota, la sortie magique. Soit c'est le jeu Winota qui se retrouve avec ses créatures un petit peu minables et puis qui font rien du tout, quoi. Bon. On n'a pas de gameplay véritablement intéressant à promouvoir quand on a Winota. Koraïch, est-ce que toi tu as un retour sur Winota, pour toi? C'est bien où elle est ou tu... Personnellement, je suis
content qu'elle reste sur la banlist parce que le général, bah, comme disait auparavant Sgana, c'est que ça donnait pas forcément des parties très intéressantes parce que enfin, c'était assez polarisé comme match-up à part bon, les gens savaient bien jouer Winota en dehors du fait de casser la command zone, mais c'est que le main deck, on va dire, est pas très bien et beaucoup porté par la command zone. Alors effectivement, on essayait de sauver les pots pas en jouant, en faisant pas mal de concessions sur les builds et pas jouer en mode casino sur tout se base sur le général. Mais globalement, c'était très général dépendant et quand il était pas là, ça faisait quasiment rien comme deck, donc ça s'aplatissait. Et quand le général était là et que ça fonctionnait, ça écrasait juste des parties. Et à peu près tous les decks qui pouvaient pas assurer de combattre une Winota qui tombait sur la table, ça, enfin, apporte une gestion ou la contrer ou quoi que ce soit, bah, ils explosaient dès l'instant. Donc c'était c'était franchement pas le deck effectivement le plus intéressant. Et si on doit avoir un deck aggro, je préférerais voir autre chose. Après, bon, c'est compliqué de voir qu'est-ce qu'on pourrait vraiment définir comme aggro dans le format parce que est-ce que bah, quand on entend aggro, c'est quelque chose qui se rapproche plus de burn ou juste de swarm des bêtes, de faire un gros board et d'attaquer? Est-ce que ça va être des decks mid-range comme pourrait l'être par exemple Guts ou autre? Enfin, Guts c'est à moitié mid-range, mais est-ce que bah, aggro ça va être tempo ou autre? Ça regroupe beaucoup de choses et techniquement, en fait, on en a des decks aggro, je pense, dans le format, mais c'est pas le aggro forcément classique comme on l'entend. On a Mono Red qui reste très bien dans cet archétype-là, mais bon, qui en ce moment est parti un peu ailleurs et qu'on voit plus du tout. Mais à part ça, je pense que bah, on voit quand même beaucoup de tech tempo, de tech midrange qui allient d'ailleurs parfois un peu ces plans de jeu là, parce que par exemple on prend Raffine, ça peut vraiment virer complètement de gameplay entre bah, soit on va partir enfin à la base on va être sur un deck tempo, ensuite on va essayer de commencer à vouloir gérer le board, à commencer à grinder au fur et à mesure, ce qui va vraiment ressembler à midrange. Et puis après, effectivement, bah, cycler la main pour juste garder des contre backup ou autre avec Rafid. Enfin, ça, par exemple, c'est un deck qui, justement, bah, je pense qu'il touche sur beaucoup de plans, mais bon, ça, c'était pas la question. Mais non, je pense qu'aggro, globalement, ça existe quand même un peu dans le format, mais c'est qu'il a des gros prédateurs comme Grist, et c'est compliqué, on va dire, de jouer vraiment l'aggro faire comme auparavant. Et encore, il y a Initiative qui est une capacité qui réussit à remonter beaucoup la barre. Même si bon, elle est un peu forte, même beaucoup, mais au moins on va dire que c'est à elle, surtout, je pense qu'on doit encore la survie des packs, comme on peut dire, aggro dans le format. Bien qu'on parle encore de carte Tibal 3 ou Katana. On est en train de parler du haut de curve d'Algro à ce moment-là. C'est vrai qu'Algro, t'as raison, ça va de Mono Red jusqu'à Raffine. Mais qu'est-ce qu'on va mettre au milieu, quoi? Actuellement, il y a une époque, il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, on avait Miskenbu, qui était une forme de deck aggro, mais encore une fois, qui était très général-centrique. Ce sera la même chose pour Yoshimaru, hein. C'est forcément des builds qui vont être générocentriques, mais on va avoir, au moins on apporte un petit peu de renouvellement. Hein. Ça, je suis totalement d'accord que c'est bien justement de débanner Yoshimaru parce que ça va peut-être donner une chance à cette espèce d'archétype aggro qu'on a oublié bah, de réexister dans le format. Même si bon, je pense que on va sûrement trouver d'autres builds qui sont plus intéressants, mais de toute façon les joueurs de Duel Commander aiment tellement la variété qu'on va forcément trouver de tout et ça ce sera bien parce qu'au moins il y en aura pour tous les goûts. Après bon, il faudra voir si effectivement ça arrive à tenir la route face au format, mais on aura la réponse au fur et à mesure du temps. Winnie White, c'est un archétype historique, on a envie qu'il soit présent, on a envie qu'il fonctionne bien. Le Duel Commander, c'est quand même un format dans lequel on peut normalement obtenir une très vaste représentation des archétypes qui ont été disponibles dans Magic. En tout cas, normalement, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on recherche.
Alors, autre question, plutôt... Oh, ça, je vais la faire après. Voilà. Y a-t-il un risque d'emergency ban sur des cartes de Warhammer 40 000 par exemple, le Simili Necrotic Ooze, est-ce qu'il est surveillé? Du coup, le Simili Necrotic Ooze, c'est Tazrin, si j'arrive bien à lire. Ouais. Trazyn The Infinite, du coup, une créature légendaire 4-6 pour 6, des Touch, qui, quand il est sur le champ de bataille, il a toutes les capacités activées des artefacts de notre cimetière. Donc, ça rappelle Necrotic Ooze qui avait la même capacité, sauf que c'était pas légendaire, donc du coup, il fallait aller le tutoriser. Et là, du coup, on a une commande zone noire, comme Necrotic Ooze, qui peut aller chercher des artefacts. Bon, on rappellera pas la combo, les gens peuvent la trouver sur internet. Mais voilà. Bon. Par rapport à lui, en tout cas, et peut-être avec d'autres, est-ce que c'est regardé, c'est surveillé? Est-ce qu'il y a un emergency ban? Bah, du coup, non. Est-ce qu'il peut potentiellement y avoir une forte probabilité de ban? Il y aura pas. La réponse claire et nette, c'est qu'il n'y aura pas d'emergency buy sur ce commandant. Moi j'ai envie de dire que les emergency ban, on l'a plusieurs fois dit qu'il n'y en aurait pas, pour beaucoup de raisons. Là-dessus, Wizard est en face avec nous et c'est plutôt nous qui avons copié ce que faisait Wizard. Parce que les emergency ban, c'est très très dangereux parce que on n'en sait rien en fait, si les cartes vont être trop forts. Il y a plein de fois où on se trompe. Par exemple, Ragavan, on lui a laissé sa chance, ça a dominé un tournoi ou deux, c'était pas une bonne expérience de jeu, mais pour autant il y a des formats où Ragavan c'était ok, comme en moderne. Un exemple récent, moi je pense à Omnixilis, c'est souvent celui que je prends, mais il y a des joueurs comme Red Duke, Seth Manfield, qui ont dit que la carte elle était au côtier et qu'elle allait être plus forte, et Omnixilis ce n'est joué nulle part, et la carte est finalement assez faible. C'est extrêmement dur d'évaluer des cartes. Pour le coup, cette combo, elle est un peu renforcée parce que pour ceux qui débarquent dans Duel Commander, l'idée c'est de jouer un deck mono noir avec CDC, de faire un Buried Alive, d'aller chercher une Walking Ballista, un Dévoreur Phyrexian et Trazyn, et on va pouvoir retirer un nombre de marqueurs infini et coller des dégâts. Dans ce cas, il faut un réanimateur aussi. Donc il faut un réanimateur, il faut le Buried Alive avant. Et surtout, la grosse différence avec avant, c'est que Storm c'est un archétype qui est quand même assez présent dans le format et qui perd sur la Gravate en partie. Et Trazyn, en fait, de façon incidentale, ça prend la hate qui est jouée pour battre ce deck Storm et aussi un peu la Gravate qui est jouée pour battre Grist. Et pour le coup, ça fait partie des cartes que Necrotic Ooze on pas été unban parce qu'on se dit pour l'expérience de jeu c'est pas exceptionnel, mais peut-être que justement on va voir qu'avec Trazyn qui a sa chance, bah, c'est ok. Donc ça peut aussi permettre de débannir d'autres cartes qui par la suite on va voir qu'elles sont moins bien et que maintenant c'est complètement ok. Ouais, il y a très peu de chances que Trazyn soit joué en command zone. Trazyn, ça va être probablement une carte dans le deck. Un Shell CDC, mono noir, CDC une Desire, qui va tutoriser le Red Alive. Oui, il y a aussi le nouveau commandant vert, noir et X, où quand tu le castes, tu vas chercher X card. Donc si tu joues que ces trois créatures-là, tu le castes à 5, t'as tout, et tu fais ton removal, tu fais ton reanimate, pardon. Donc ça, c'est plus le deck sur lequel on a un œil, mais on a quand même... on a pris ça plutôt comme une bonne nouvelle, en fait, l'arrivée de cette créature. Ça va secouer un petit peu, les jeux combos, ils sont forts, mais pas tant présents que ça. On a souvent plutôt des combos qui sont des plans de kill, je dirais, alternatifs. Par exemple, contamination, dans le Grist, on est là sur une carte qui est capable de plier la partie. Il y a quelques decks aussi qui jouent la combo Greenstone, mais c'est rarement une combo qui fait la base du deck. Donc on a les decks Storm, et puis on a ce deck, qui est un deck potentiel. Donc l'archétype combo, il a besoin d'exister, comme tous les autres archétypes. Donc celui-là, il va permettre au moins d'avoir un nouveau regard sur ce qui va être possible. Pour revenir sur deux choses que disaient les interlocuteurs, pourquoi pas débannir Necrotic Ooze directement? Parce qu'en fait c'est un peu le syndrome Ragavan, en fait on lui laisse sa chance, parce qu'on a dit pas d'expérimental unban, parce qu'on ne sait pas. En fait si on voit que Trazyn c'est complètement ok, peut-être qu'à ce moment-là on pourra revoir le curseur pour Necrotic Ooze et envisager de débannir Necrotic Ooze en fait si Trazyn c'est ok. Après c'est aussi une question qui se pose, parce que quand il y a un combo on lui donne un deuxième enabler
bah, peut-être que ça va être dangereux. Et Necroticus, c'est une carte à 4 mana et pas une carte à 6. Donc il y a pas mal de parties où, mine de rien, ça va quand même changer des choses. Et Necroticus va faire partie aussi des cartes qui vont avoir une action unique dans un deck unique. C'est toujours très difficile de ban des cartes, c'est rarement une très bonne décision. Et là, au moins, on a une carte qui va pas servir à d'autres jeux que celui pour lequel il est prévu, quoi. C'est, pour donner un exemple à l'inversé, le Thrall d'Elve, si on le débannit, ça va pas être joué dans mono bleu, ça va être joué dans à peu près tous les decks qui ont la couleur bleue, ça va être récupéré par Esper, ça va être récupéré par Raffine, ça va être récupéré de partout. Necroticus, c'est pas récupéré. Necroticus, ça va directement dans un jeu. Alors, pourquoi est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on va le garder plutôt à l'avenir? Pareil, c'est des options qu'on va envisager. Rien n'est encore calé là-dessus. Mais toujours beaucoup de prudence sur les unbans. On n'est pas là pour promouvoir du gameplay, plutôt du gameplay unfair, des mauvaises sensations de game. La deuxième itération de Ooze va peut-être pousser un petit peu trop loin. Bon, on sait pas, on sait pas. On pourra, encore une fois, c'est des choses qu'il va falloir observer. Je sais que je dis pas mal de on sait pas, mais en même temps, on compte sur vous les gars. Y a pas de soucis. Corail, toi, tu t'en penses quoi, toi, de cette carte? Rapidement. Quand je l'ai vu sortir, j'étais pas confiant parce que je me suis dit que ça allait rapporter forcément une combo que j'ai connue dès que j'ai commencé le DC, parce que j'ai commencé à peu près à ce moment-là. Et ça allait être super dangereux. Et puis je me suis dit qu'en fait le format avait beaucoup évolué depuis, que les gens commençaient à vraiment bien s'adapter, que maintenant on retrouve vraiment de la Graveyte un peu dans tous les decks, que les gens globalement jouent mieux aussi forcément. Et que donc on va... En fait, je pense que c'est une bonne idée de laisser, en tout cas, sa chance générale là, pour voir si effectivement ça va être, entre guillemets si fort que ça. Et aussi, vu que là, c'est vraiment un général qui dit qu'il a une combo précise et sûrement, s'il a des plans de jeu alternatifs, ils sont pas forcément bien rodés. Il y a moyen effectivement que ça puisse vraiment exploser sur une endurance ou des choses comme ça qui maintenant en fait les bonnes cartes ont de la Graveyte incorporée limite dedans et ça devient vraiment, je pense, acceptable d'avoir un général comme ça, au moins parce que les gens savent contre quoi s'attendre et ils vont pas déjà au moins se faire surprendre sur un Necroticus. Là au moins on est préparé, on va chercher directement nos cartes de hate et on sera prêt au moment où notre adversaire voudra tenter de partir en combo. Parfois on sera à voir sur par exemple des Lake of the Dead ou autres sur du fast mana qui peuvent surprendre, mais normalement on devrait avoir la réponse adéquate si on prend le temps d'y réfléchir. Voilà. Ouais, modulo les couleurs qu'on joue, il y a des Graveyte qui sont très fortes, il y a des Graveyte qui sont des vraies concessions dans le build, donc bon, c'est encore quelque chose qui va être difficile à déterminer, le niveau de Graveyte et les capacités pour tous. Si par exemple on se retrouve à mettre des Relics of Progenitus dans notre Yoshimaru, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le format. Maintenant, si on joue un deck basé sur le Graveyard et qu'on sait en même temps que il peut y avoir de gros moyens de trébucher dans le metagame qui est autour, on prend un risque également. Donc c'est un risque qui est à mesurer. Ouais, c'est ça qu'il faut bien voir aussi. C'est pas un jeu comme Grist ou comme Storm. Enfin, d'ailleurs, depuis le début, j'aime pas trop parler de Storm, mais parce qu'en fait, ça joue une carte, ça joue un des enablers qui s'appelle Brain Freeze, et du coup, on fait un raccourci avec Storm. Mais c'est un espèce de jeu combo contrôle hybride qui fait des parties assez longues pour un jeu combo et qui joue quand même beaucoup d'éléments de contrôle. Donc c'est un peu entre deux. Et ça, là, faut bien voir que le deck Trazyn, a priori, ça va être un deck très dépendant de Trazyn et Buried Alive. Et le jeu Stormwood le Calurus, il peut repartir après cette print Graveyte, ou du coup il peut tenir des parties longues et il a un plan additionnel. Trazyn, si on prend une relique, une Spell Bomb, un King to Dust sur une des pièces, on a
on va très difficilement gagner la partie. Bien sûr que dans le combo, on essaie de jouer des points alternatifs, ce genre de choses, surtout en DC. À mon avis, si on se prend une Gravate en jouant ça, la partie va être beaucoup plus compliquée pour d'autres jeux qui profitent du cimetière. Ouais. Autre carte du coup, enfin plutôt pas une carte, mais on va rester un peu sur le thème justement de Warhammer Card 1000. On a aussi Infinity qui arrive. Et comment dire, Infinity, bah du coup il y a des cartes un peu cheloues. Mais il y a aussi du coup des cartes légales en Duel Commander. Et dans d'autres formats, mais bon pour l'instant on parle de ça. Vous c'est quoi du coup votre politique là-dessus? En fait, quelle est la position du comité sur Infinity? Je vais faire la question de Grimard. Est-ce que c'est pour vous une extension comme une autre avec notamment la problématique liée aux extra decks des attractions. Voilà, c'est quoi votre... Là-dessus, c'est pareil, y a rien qui vous choque pour l'instant, c'est pas un problème qui est de deck. Non, en première lecture, il n'y a rien qui avait l'air choquant. Ce qui a l'air un peu choquant, c'est le design de l'extension. Où on n'est pas habitué à ce genre de design. Et à la lecture des spoilers, on n'a rien vu. Ouais, c'est ça, ce qui nous embête en fait, c'est plus, comme tu disais, la structure de l'édition, quoi, que c'est des cartes qui en sortent tous les mois. Même nous qui sommes quand même au courant, toi tu fais beaucoup de limités, donc tu vois les nouvelles cartes. Et moi j'essaie de regarder tous les formats, des fois j'ai du mal à suivre, je découvre des cartes. Alors là, on l'a bien vu, ils l'ont fait sur Magic Arena, et en faisant des cartes légales, pas légales, bah, c'est très compliqué de suivre. Et nous, notre politique, c'est de faire comme Wizard, donc pas s'amuser à ban des cartes où pour les joueurs, c'est pas évident qu'elles sont bannies en fait, parce qu'eux, ils ont acheté que c'est possible. Donc plutôt prendre la même direction que Wizard, celles qui pourront être légales dans les formats Eternal le seront chez nous. Et voilà, ouais. Et c'est des cartes qui sont aussi faux. Mais oui, malheureusement, c'est des cartes qui sont designées pour les joueurs qui sont appétents du Commander multijoueur surtout, et qui aiment bien jouer avec les extensions plus originales. Alors que nous, notre format, c'est plutôt les gens qui veulent retrouver l'esprit du Commander, mais en faisant du 1vs1 et qui sont moins intéressés par ces cartes. Mais après, ces cartes, j'imagine qu'on va aussi les retrouver dans les packs Commander, et que du coup, ça va être difficile de toutes les interdire, et que ça va encore complexifier une banlist qui est déjà complexe. Ouais. Courage, toi, ton avis sur Infinity? Globalement, j'ai pas trop regardé, enfin j'ai pas énormément regardé en détail toutes les cartes ou quoi que ce soit. On m'a plus parlé d'effets ou autre, montré quelques exemples. Et moi j'aurais tendance à penser que bon c'est une édition qui est plus là pour rigoler, pour se marrer, créer des mécaniques un peu marrantes. Par exemple, on regarde le Jace là qui a été leak ou qui sépare le terrain en 3 parties ou autre. C'est des choses qui rajoutent une dimension encore compliquée sur le jeu. Et je pense qu'on peut très bien en fait s'amuser à apprécier à jouer en Duel Commander sans des extensions comme ça ou qui rajoutent en plus des mécaniques un peu obscures ou même parfois des choses qui pourraient pas être très équilibrées. Enfin, je pense que bon, le Duel Commander, c'est déjà un format qui est assez difficile en termes d'interaction ou autre, et je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'avoir des extensions comme ça. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis, et ça ne tient qu'à moi. C'est pas forcément que le format reste crédible. Voilà, c'est pas crédible forcément, mais c'est plus que je trouve que ça a pas vraiment sa place dedans. Enfin, c'est ça, ouais, je le vois comme ça. C'est pas une extension pour moi qui est là pour jouer à du Magic compétitif, c'est plus pour rigoler. Effectivement, ça va être compliqué, on va dire, de maintenir le format de manière à peu près saine. Même si de toute façon les cartes sont pas forcément cassées ou quoi que ce soit, mais juste que ça. On joue à Magic et là le problème c'est que ça rajoute des trucs qui sont un peu bizarres quand même, je trouve. Faudra voir après. Bon, peut-être que toutes celles qui sont légales, elles sont très honnêtes et il n'y a rien d'incohérent. Même si bon, il y a quelques trucs que j'ai vus où effectivement là, je trouve pas que ça a sa place, mais bon. Ce n'est pas moi qui décide. Du coup, on va passer à une nouvelle question. Je rappelle dans le chat, n'hésitez pas à passer sur le Discord pour poster une question si vous la voyez pas. Voilà, parce que y a quand même beaucoup de monde qui parle. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord. Je vais prendre une question, la question de JDFW. Tant que ça parle encore de mécanique et de cartes, je vais faire ça. Puis après, j'ai vu qu'il y a des questions logistiques, donc je parlerai après.
Vous pensez quoi de la question de l'initiative, en fait, Exo-initiative? Alors moi j'aime vraiment pas j'aime vraiment pas du tout la mécanique comme j'aime pas Monarch parce qu'en Duel Commander en fait les jeux sont pas designés pour en fait enfin je sais pas comment expliquer ça mais là dans les autres formats là notamment en fait l'autre format où c'est légal et où les cartes sont jouées c'est le Legacy et en fait en Legacy bah il y a des si vous jouez des cartes comme Palace Jailer ou des cartes avec entrée dans le donjon il y a des decks qui vous punissent très très fort comme les decks d'Elver. La mécanique pour moi elle est pas hyper intéressante bah, parce que déjà elle est compliquée. Moi je passais mon temps à relire la carte entrée dans le donjon quand je jouais contre et je l'ai lu des fois et des fois. C'est pas du tout intuitif beaucoup d'effets comment ça fonctionne. Du coup j'avais le sentiment qu'on passait beaucoup de temps à se concentrer sur comment entrer ou sortir du donjon et le reprendre et que ça nuisait un petit peu au truc à côté. Pour autant, bah, c'est clairement une mécanique qui favorise les jeux qui sont moins présents. Quand vous jouez des cartes Venture into the Dungeon contre un jeu aggro, bah, c'est un peu embarrassant, hein, vous allez vite vous en rendre compte. Euh, et pour autant, les cartes sont intéressantes dans les match-ups contrôle et qui font des parties longues, parce qu'au lieu de faire du 1 pour 1 tout le temps et le jeu contrôle à finir par faire des piocheurs et prendre des petits avantages, bah, quand vous prenez une carte Tax Initiative et que vous êtes puni parce que vous jouez zéro créature, ou vous ne jouez pas de bête pour qu'on aussi cette mécanique-là, bah, ça vous incite quand même à faire des petites adaptations dans le build. Donc je pense que ça n'a pas fait tant de mal que ça au format. C'est un peu plus dangereux dans les jeux qui étaient déjà très forts en fait comme Raffine, qui avait quand même une dynamique contrôle et qui en plus se renforce encore avec les jeux comme ça. Sinon c'est plutôt des cartes qu'on a vu dans des decks à dominante assez agressives. Ouais. C'est une capacité qui est extrêmement puissante, qui est à double tranchant mais extrêmement puissante. Si la capacité, si un joueur réussit à maintenir son initiative pendant 3 tours, la partie est claquée quoi. Très clairement. Mais effectivement, si tu as l'intention de jouer telle initiative, faut prendre le parti de temps en temps que ça se retourne contre toi. C'est difficile les cartes à double tranchant. Mais bon, très clairement, ça va être extrêmement joué. Ça reste extrêmement joué parce que la partie win est vraiment très très forte. Il y a beaucoup de jeux qui vont mettre un removal dessus. Bon, bah, ça sert pas à grand chose quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas problématique de commencer à avoir de plus en plus d'effets comme ça, entre ça plus le monarque et de ce que j'ai compris, les attractions ça fonctionne presque un peu dans la même vibe, de ce que j'ai compris, hein, mais donc c'est au final on commence à accumuler un peu les effets comme ça, et est-ce que bah, ça commence pas à devenir gênant globalement pour le format d'avoir trop de doublons qui en plus ne sont pas les mêmes et donc on peut accumuler. Déjà, quand là actuellement on se retrouve à pouvoir avoir Monarch plus initiative de notre côté de la table, c'est quasiment impossible pour notre adversaire de revenir. Alors là, au fur et à mesure, ça risque de s'enterrer sur ce type de capacité, je trouve. Ouais, c'est compliqué de s'attaquer à une capacité, véritablement, même si elle va être limitée à une extension, et encore, on n'est pas certain. Les capacités, ils vont en avoir beaucoup, on ne peut pas décider de rayer une capacité en faisant énormément de bans. Oui, tout à Il fait. y a des capacités qu'on a largement combattues, je pense à Éminence par exemple, qui est vraiment une capacité sur le Duel Commander. La capacité de Monarch ou Tales of Initiative, bah, comme a dit Thomas, c'est quelque chose qu'on va retrouver en Legacy parce que c'est suffisamment puissant. Et on va retrouver ça normalement dans le Commander multi, c'est là où elle est censée être équilibrée. Bon, en Duel Commander, ça en fait une extrêmement bonne carte, une extrêmement bonne capacité pour les cartes Après, qui la permettent. Après, je pense pas qu'on puisse vraiment comparer le DC à des formats construits de toute façon pour des mécaniques, parce que c'est par exemple comme disait Thomas, par exemple en moderne, Ragavan c'est une carte qui est ok mais qui détruit pas le format, et j'ai pu le constater moi-même. En fait, c'est pas si cassé que ça, alors qu'en Duel Commander, juste le fait de poser Ragavan tour 1, ça pouvait prendre beaucoup de parties si notre adversaire n'avait pas l'interaction. Et il y a toujours un peu En fait, quand on est sur un format construit, on a toujours plus de possibilités de régularité de réponse, alors que en Duel Commander, c'est plus compliqué.
Après, tout dépend. Là, en Legacy, je sais que par exemple, Oni avait joué justement un deck Winnie White très orienté texte de l'initiative et En effet, les Monarch. frais. Voilà, et, en fait, le deck avait l'air complètement, enfin, avait l'air vraiment assez absurde, mais je me dis peut-être que c'est aussi parce que le format, par exemple, en Legacy joue peut-être un peu moins le board, on va dire. C'est ce que j'ai l'impression. C'est peut-être une bêtise, hein, mais ça. Non, t'as tout à fait raison, hein. Le Legacy, c'est un format où il y a énormément de. En plus, c'est pas les meilleurs en ce moment, mais c'est une proportion où, ouais, quand on fait 10 rounds de Legacy, c'est pas choquant d'affronter 4 ou 5 decks combo, et on aura très rarement ça en duel commander. Moi, je pense que le problème global, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, pour ceux qui regardent le stream et dans le comité, c'est le commander multi, en fait. Quasiment tous les problèmes qu'on a eu en duel commander, en fait, moi je me souviens des formats très sains, en fait, et ça a commencé à déraper en 2013 quand on a eu les cartes designées pour le commander multi, qui sont arrivés dans les packs commander, en fait. On voit bien, hein, la plupart des tiers 1, c'est des jeux c'est des decks issus du commander multi, que ce soit les partenaires, que ce soit Grist. Le problème, c'est que bah, le duel commander, c'est un format où l'idée c'est que ce soit accessible au plus grand nombre quand même. Du coup, bah, souvent en fait, les gens commencent à jouer en duel commander en achetant un pack à la boutique du coin, prennent leur général, puis il y a les joueurs qui viennent l'aider, qui montent le deck, on met des bilans, on met des cartes. Et on a énormément de cartes de support qui sont beaucoup trop fortes pour le format et qui sont issues du commander multi. Mais le problème, c'est qu'en diguer ça, bah, c'est très compliqué. Il faudrait soit bannir absolument toutes les cartes venant des packs commander, et du coup, c'est pas du tout sain comme décision, parce que ça veut dire qu'on va priver plein de joueurs de faire des tournois. Et qu'aussi, bah, malheureusement, c'est la direction que prend Wizard de forcer le commander multi et donc de sortir des packs et des éditions et des éditions. Donc on peut pas non plus aller à contre-courant de ça totalement si on veut que le format continue d'être aussi populaire. Donc ouais, c'est absolument impossible. Le Commander Multi, c'est le format qui est le plus joué au States, qui est le plus joué. Commander Multi, c'est bah, vraiment le partout en format. France finalement. Ouais, c'est le format sur lequel Wizard quoi. Bah, C'est tout, hein. et puis même de ce que j'ai compris, c'est même le format le plus populaire de Magic, hein, parce que Oui, c'est ça, même, ouais. même si on n'a pas déjà, on a de ce que j'ai compris, même avec le peu d'infos enfin le peu de données qui peuvent être récoltées, c'est le format le plus populaire. Et en plus, faut considérer qu'il y a tous les joueurs kitchen ou autres qui souvent jouent en multi, qui eux, bah, on peut pas forcément trop les compter. Et donc ça veut dire qu'il y a une population qui est encore plus vaste globalement. Mais le problème, c'est que voilà, c'est des mécaniques qui normalement ouais, sont designées pour le multi et ça, on en fait souvent les frais, quoi. Bon. On en fait souvent les frais. Après, la comparaison avec un Ragavan, elle est quand même assez différente. Le Ragavan, c'est un mana, c'est win-win comme carte, quoi. Tu peux pas faire quelque chose de mauvais avec un Ragavan. T'as pas la possibilité de prendre le retour de bâton sur un Ragavan, quoi. Bon. Y a pas la capacité monarque est extrêmement forte, particulièrement en duel commander. Le monarque tourne beaucoup moins. Mais ça reste une carte légèrement dangereuse, quoi. Quand on a un Ragavan, on se met jamais en danger. Ouais, c'est ça, la carte est mal sizée pour le format. Enfin, y a pas assez de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de removal à 1. Et puis bah du coup, moi j'ai l'expérience de jouer des jeux qui jouent pas forcément la carte et qui sont pas très bien contre. Et j'ai perdu plein de parties où ma main était ok, j'ai gardé une bonne main et j'avais pas mon removal à 1. Puis Ragavan, ça snowball super vite. Et vu que le format n'a pas assez de removal à 1, dans les autres formats on le voit bien où c'était légal, soit on essayait d'avoir un jeu super interactif avec plein de réponses à Ragavan, ou un peu de passer outre. Mais en Duel Commander, bah, y a plein de jeux qui peuvent pas se permettre de mulliganer dans un removal pour un potentiel Ragavan qui va peut-être jamais arriver, et bah, du coup ça casse les parties beaucoup trop facilement. Ouais. Ragavan, globalement, de toute façon, c'était une carte qui était vraiment très forte contre les decks qui jouaient pas eux-mêmes aggro, donc parce que j'avais à l'époque où c'était en command zone, moi j'avais testé Isamaru et au final le deck avait un match-up qui était presque positif contre Ragavan, mais parce que justement il arrivait à tenir et empêcher Ragavan de connecter et de snowball. Mais par contre, dès que tu commences à jouer des packs contrôle ou combo et que tu prends un Ragavan, oui effectivement t'es explosé, c'était pas du tout intéressant. Mais voilà, c'est que voilà, enfin à la base, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que c'est compliqué de pouvoir comparer les formats construits et le Duel Commander parce qu'on n'a vraiment pas du tout
les mêmes builds que ce qu'on peut avoir dans ces formats-là en tout cas. Alors je me permets de justement vous parler de Ragavan, on va rester dans le drop 1, dans le 2-2 pour drop 1. Il y a une question de Didou qui veut savoir pourquoi vous n'avez pas déban Zurgo dans un premier temps plutôt que Yoshimaru, puisqu'il donne accès à moins de couleurs vu que il n'a pas le partenaire. Ouais, bah Zurgo, déjà les jeux mono rouge, les jeux qui fonctionnent en ce moment, c'est assez rarement des decks Red Deck Queen, hein, c'est quand même des decks à grosse dominante burn, du coup c'est pas exactement des decks Weni. Zurgo ça souffre un peu des mêmes problèmes que Ragavan, c'est moins fort, hein, tout le monde sera d'accord là-dessus, mais pour autant, il y a plein de jeux, ils vont se prendre un drop à 1 dans les dents et ça va les écraser. Je pense qu'en fait, Zurgo ça aurait pu être débanni si Ragavan avait été là. Quand Ragavan a été laissé légal, je pense que la décision logique c'est bon, Ragavan c'est ok, on peut débannir Zurgo qui est strictement moins une bonne carte. Euh, du coup, ça n'a pas été le cas avec Ragavan, on l'a bien vu, hein, les jeux sont mal sizés pour affronter un drop à 1 rouge à toutes les parties. Zurgo c'est une carte qui va pas tant que ça favoriser les autres jeux aggro. À la limite, même si Zurgo est bien, ça va devenir un peu le seul général viable pour les jeux aggro. Mono rouge en ce moment, c'est un deck qui a des résultats un peu en dents de scie. Enfin, les gens jouent plus de hate, c'est moins joué. Les gens jouent moins, c'est plus joué. Ça reste un jeu convenable. Et Karizev, c'est déjà un très bon général. Et une carte à 2 mana, c'est beaucoup mieux sizé pour le format et pour les removals du format. Et du coup, vu que Karizev est là, que c'est un deck qui est compétitif, qui a un point d'entrée dans le format intéressant, Zurgo à l'époque c'était un peu trop dominant. Donc, on pense que c'est pas particulièrement nécessaire de favoriser Mono Rouge, qui est déjà un jeu qui existe et qui fonctionne. Ouais. Non, on va plus. C'est pas la peine effectivement de déban quelque chose qui va juste pumper un deck qui est déjà ok dans le format, on va dire. Oui, c'est ça, oui. Mais jouer sur la diversité, c'est pas la même chose que renforcer les archétypes qui sont déjà tout à fait jouables. Ça rentre pas dans notre objectif. On n'est pas là pour creuser des écarts entre les decks tier 1.5, on va dire, et les decks tier 2, tier 2,5, quoi. J'ai un point, une des remarques du chat, en fait Yoshimaru ça va être un deck complètement différent de Zurgo. Zurgo c'est un jeu qui essaie de mettre les premiers points et qui a de la reach. Mono rouge burn ça favorise pas forcément les phases d'attaque, c'est les parties juste sur les angles différents. Et on espère que Yoshimaru ça va être des jeux aggro qui prennent le board, où on se bat avec des créatures, on fait des phases de bloc, des phases d'attaque. Donc c'est vraiment complètement différent. Et l'idée du format c'est le maximum d'archétypes viables de toutes les couleurs. Et il y a déjà une excellente carte qui est Karizev pour favoriser ces jeux-là. Isamaru, l'idée c'est que ça favorise un jeu Weni qui est très différent d'un jeu mono rouge quand même. Il y a beaucoup plus d'interactions intéressantes quand tu te bats contre Yoshimaru que simplement se prendre 12 points. Se prendre 12 points avec Mono Red et puis ensuite le voir t'enchaîner 3 crânes dans la gueule, ça n'a rien à voir aussi comme expérience de jeu. Wizard lui-même, la boutique cherche à ce que le jeu se passe de plus en plus sur le board, à essayer que les interactions de jeu soient réelles, quoi, que les deux jeux prennent pas leur chemin chacun de leur côté sans jamais se rencontrer, sans jamais véritablement se battre. Yoshimaru il va être taillé pour ça, quoi. Ça va être un jeu fair, on va dire, dans le sens où il va avoir son plan de jeu qui doit tenir du début jusqu'à la fin. Et encore une fois, il faut revenir sur les contraintes de build, quoi. Alors, on a une dernière question, et après je te laisserai Corail si tu en as une ou deux ouais, bien sûr. qui te passent par la tête. Il reste environ une quarantaine de minutes avant la fin de la soirée. C'est une question qui était déjà venue début d'année de mémoire. Alors là, c'est vraiment la question un peu logistique. Est-ce que c'est ouvert pour faire partie du comité et c'est quoi le process en fait pour en faire partie, si c'est ouvert? Alors, pour ce qui est de faire partie des consultants, on peut se proposer, simplement. C'est déjà une première chose. Il y a beaucoup de consultants qui on a été chercher parce qu'on voulait des profils particuliers.
quand on a demandé à Thomas de venir, c'est parce qu'il répondait à un profil de pro. On avait besoin d'avoir des personnes comme ça. Quand on a voulu avoir des consultants étrangers, on n'avait pas beaucoup de connaissances, donc là aussi on s'est un petit peu laissé guider. Pour ce qui est de passer core member, pour l'instant ça a été plutôt fait, les membres ont été cooptés pendant un bon moment. Celui qui partait avait tendance à désigner quelqu'un qui allait le remplacer. Maintenant, c'est un petit peu différent. Quand il y a quelqu'un qui décide de partir, il y a une concertation entre les autres membres du comité pour essayer de savoir qui est-ce qui aurait le profil. Donc, c'est difficile de venir et de dire bon bah voilà, j'aimerais bien avoir une place de core member. C'est rarement quelque chose qu'on va prendre en compte tout de suite. On a besoin déjà de gens qui ont beaucoup d'expérience, on a en tout cas un petit peu de longueur de jeu. Et puis on a besoin de profils différents. Donc bon, c'est difficile aussi de capter le profil d'une personne à chaque fois. Mais voilà, proposition pour ce qui est des consultants et plutôt être coopté pour être core member. Ça marche. Alors je réponds juste dans le chat que si vous avez des questions, en fait, notamment la dernière question qui vient d'être posée, en fait ça a déjà été expliqué au début du live. Donc le live, si vous l'avez raté, si vous venez de débarquer sur le live, eh ben, il y aura un replay à partir de mercredi prochain 17h30 sur la chaîne YouTube des chroniques, que je me permets de mettre ici, mettre en lien. Et si jamais vous souhaitez pas attendre, eh ben, vous pouvez toujours vous abonner via un Prime ou via un abonnement classique sur le Twitch, et du coup vous aurez accès directement au replay juste après la fin du live. Et voilà. Et puis ça aide aussi à soutenir la chaîne, donc c'est pas forcément que pour ça, vous pouvez aussi soutenir la chaîne. Koray, je passe à toi maintenant. Est-ce que toi tu as des questions que tu souhaiterais poser? Là, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est pas forcément une question, mais c'est plus quelque chose que j'aimerais voir peut-être un peu plus. C'est effectivement des experimental change, voir un petit peu plus justement de tests sur est-ce que des command zones pourraient être intéressantes pour le format, est-ce qu'elles sont vraiment si nocives que ça et qu'elles méritent encore leur place dans la command zone. Est-ce que depuis que le format a évolué, ça pourrait revenir ou non? Pareil pour le core deck en fait, j'aimerais bien personnellement voir un petit peu de temps en temps des tests comme ça. Après, je sais que c'est compliqué justement de pouvoir en fait tenter ce genre de choses là quand on n'est pas sur un format équilibré. Et le problème c'est que le Duel Commander, malheureusement, avec les extensions qui arrivent, il y a souvent des choses qui le déséquilibrent beaucoup. Mais peut-être qu'il faudrait en fait, peut-être qu'il faudrait essayer malgré le fait qu'on ait parfois des grosses choses qui arrivent pour voir un petit peu au moins se donner une idée de est-ce que c'est si fort que ça ou non, quoi. C'est toujours compliqué. Il va falloir bien cibler. On n'a pas envie d'unban des choses pour que ça devienne des decks qui vont écraser les autres. Souvent un unban, c'est ça que ça fait. Hein. On se retrouve avec un deck qui est plus puissant que les autres versions existantes. Que finalement, au niveau diversité, on est plutôt à y perdre. La longueur de la banlist, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte. Le fait de nettoyer la banlist, entre guillemets, c'est pas quelque chose qu'on recherche finalement. Si on a des cartes qui sont bannies, en dehors du fait qu'elles ont un power level trop important, ça peut être aussi, comme on en a parlé, des cartes qui apportent une mauvaise expérience de jeu, des cartes qui... Voilà, on est plutôt dans des archétypes, on a peur que ça écrase les autres, ou bien des cartes qui sont peu intéressantes.
Alors les cartes qui sont peu intéressantes, bon, on n'est pas trop, trop envie de les revoir, donc ça, on n'est pas intéressé par les débannes. Les cartes ensuite qui pourraient s'intégrer dans le metagame sans faire véritablement de dégâts, il va falloir qu'elles proposent une solution à des carences du metagame, quoi. Si elles sont pas là pour combler quelque chose, si elles répondent pas à une question, si elles répondent pas à un problème, pas d'intérêt particulier à les débannes. Ici, Yoshimaru, c'était une option qu'on a retenue parce que justement, elle permettait de combler un vide finalement. Il faut voir aussi que les éditions, elles s'enchaînent de plus en plus vite. Donc on n'a pas non plus besoin de renouveler le format de nous-mêmes, simplement en réinjectant quelques cartes. Le format tourne déjà suffisamment. Par exemple, la présence d'Esper Control au top du format, on ne l'aurait pas complètement vu venir il y a 3 ou 4 mois, quoi. Donc, en effet. Est-ce qu'intégrer des cartes dans le format, dans l'espérance de faire un changement, il faut vraiment que ça soit bien ciblé. Voilà. Ban une carte, c'est assez rarement une bonne solution. Est-ce que ça te va, Koraïch? Ouais, ça me va très bien. Ça me va très bien. Alors je vais juste revenir sur, puis si t'as autre chose à poser comme question, il n'y a pas de souci. Je reviens juste sur la question sur d'Infinity. Parce que du coup je l'avais pas bien expliqué. Du coup en fait c'est une question qui est plutôt liée à un problème logistique sur la question d'Infinity, en fait ce que vous en pensez. Donc je vais lire la question. Donc c'est les attractions qui apportent un certain nombre de nouvelles problématiques logistiques. Donc nécessité de jouer l'extra deck même si on ne joue pas d'attraction pour ne pas donner l'info, nécessité de shuffle ou de couper un deck en plus, 110 cartes double sleeve qui ne rentrent pas dans la majorité des deck box, bon ça se voit de faute, risque de mélange d'attractions dans la main du deck, dans le main deck, pardon. Voilà, bon, c'est des problématiques qui peuvent exister. C'est quoi la position du comité sur ces problématiques potentielles? Pour l'instant, on espère que ce sera suffisamment faible pour que la question ne se pose pas véritablement. Alors oui, il y aura peut-être des gens qui vont arriver avec leur paquet de 10 cartes à côté, histoire de faire un bluff. Bon, c'est pas particulièrement problématique, non? Non, je pense pas. Puis les techniques de je fais tomber un token zombie de mon deck avant la partie, je mélange mes 15 cartes de side dans mon jeu en construit pour donner un. Enfin, en fait, alors la réponse que je peux donner en termes de jeu, quand c'est vous qui êtes en face de quelqu'un qui vous représente 10 cartes et on sait pas, il faut partir du principe que vous jouez sans avoir l'info. Enfin, il faut pas être biaisé par les éléments extérieurs qu'on a ça essaie de nous présenter au début de la partie. Ouais. Et en fait, le downside de ça, c'est que la personne qui va se pointer que c'est 10 cartes, bah, du coup, elle va devoir réfléchir à son petit bluff, ses petites stratégies, et ça va aussi lui coûter de la concentration dans la partie. Donc je suis pas sûr que ce soit très bien de le faire, et que ce soit hyper pertinent non plus, ouais. Donc je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter de ça. En plus, du coup, ça peut être un problème. Ça veut dire que si j'ai 10 cartes, j'ai 10 cartes qui sont sur le côté, je joue contre mon adversaire, la partie dure longtemps, l'adversaire voit que j'ai 0 cartes qui fonctionnent avec ces 10 cartes, bah du coup il va dire à ses potes, bah ouais, j'ai joué contre Thomas ou contre Manuel à la ronde 1, c'est un bluff, il a 10 cartes sur le côté, il n'y a aucune interaction avec ça. Du coup ça veut dire que moi, ma deuxième ronde, je vais potentiellement contre quelqu'un qui est au courant que je n'ai aucune carte qui interagisse avec les cartes à côté, et bah du coup c'est à moi que ça va poser des problèmes. Donc je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter de ça, ouais. Ouais, bon, là. Ce que se racontent les joueurs entre les parties, ouais, forcément ça peut jouer, mais c'est pas quelque chose qui normalement on devrait prendre en compte. Bon, mais, Enfin, nous on prend pas en compte, mais en tout non. cas je pense que ça, sur un tournoi ça va se voir et c'est pas idéal, ouais. Bon, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est l'expérience qui nous montrera si ça devient, si ça se popularise, si tout le monde, c'est un petit peu comme les Snowland, quoi. Tout le monde se dit bon bah c'est mieux d'avoir des Snowland à la place de ces basiques.
C'est un petit peu le même genre de bluff, quoi. Puis des fois, on se prend le petit removal de noir qui détruit un terrain neigeux de H2, puis on s'embête, ou on joue contre une extra planar lens avec des îles, on avait des îles enneigées, ça marche pas, ou l'inverse. Corail, est-ce que tu as d'autres questions que tu aimerais poser? Il n'y en a pas qui me viennent en tête personnellement parce que mes questions étaient surtout orientées sur effectivement les cartes de Warhammer 40K et de Infinity, mais ça a déjà été bien débattu. Et puis globalement, moi je suis très content du format actuel, donc je ne vais pas en tout cas plaindre sur beaucoup de choses. Voilà, c'est de toute façon les cartes qui sont déjà les cartes qui peuvent être contestés dans le format ont déjà été débattus, notamment sur les derniers streams ou autres. Donc, j'ai pas spécialement en tout cas de gros questionnements en tout cas sur les événements futurs ou actuels qui n'ont pas été déjà répondus. Voilà. L'alternative de l'annonce d'aujourd'hui était un autre change. Nous non plus, on considère pas que le format est sclérosé en ce moment. On considère que ça va plutôt bien. Voilà, on a poussé un petit peu avec l'unban expérimental de Yoshimaru. On a pensé que c'était un bon moment pour tenter quelque chose. On est vraiment dans une tentative on va dire, de contrebalancer quelque chose qui n'est pas non plus catastrophique, quoi. Voilà. Alors, il y a des parties intéressantes en Duel Commander, il n'y avait pas une grosse urgence, mais ça avait un intérêt. Effectivement, si on n'avait vraiment pas eu Minskebu là sur la précédente banlist, on aurait eu un format quand même qui était assez génialissime pendant 6 mois, ce qui, je crois, n'a jamais été le cas depuis un nombre d'années assez incalculable. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très fixé et ça me fait très plaisir personnellement. Même si il y a toujours des cartes qui frustrent, mais ça c'est normal. Hein. Ça fait partie de tous les decks. Il y a des trucs qui doivent être là et pour au moins permettre à d'autres de réussir, on va dire. Alors, on a eu des cartes qui font très très mal, des cartes qui défoncent des archétypes. On va pas pouvoir toutes les sortir, hein, c'est sûr. Ah bah oui, de toute façon. Ouais. Et la plupart d'entre elles, si justement elles sont tellement ciblées par un archétype, c'est qu'il s'agit d'un choix de build et qui a ses conséquences négatives quand on affronte le mauvais deck. Alors je vais reprendre les questions aussi dans le chat, hein, du coup, parce qu'il n'y en a plus du coup dans le Discord, mais si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas. Je te dis juste que, je vais passer le petit instant, évidemment, si vous avez envie de voir Yoshimaru à l'œuvre, si vous avez jamais vu en fait le deck et que vous avez envie de le voir tourner, les mardis soirs, en fait, ici sur la chaîne, on fait passer on a des joueurs qui viennent jouer les decks. En général, c'est ceux que vous choisissez, hein, c'est la communauté qui peut choisir. Vous pouvez donner vos envies du moment. Et du coup, vu que Yoshimaru est des bans, on va tester demain soir Yoshimaru contre Gut, ou Guts, j'ai un petit doute. Le petit gobelin qui pop en D4 1 squelette en sacrifiant des créatures ou des artefacts. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. C'est l'ancien message. Bon bah écoute, c'est pas grave, j'ai l'autre. Je regarde en plus, je vérifie. Boum. Ah bah l'autre il est même pas activé. Bah bravo. Du coup c'est pas grave, c'est demain soir à partir de 20h, voilà, 20h, 20h15, vous avez la soirée, donc il y aura Domino et Louis Guichard qui seront là pour jouer, pour tester le deck nouveau, le nouveau deck qui vient de se faire des bans contre un deck un petit peu sympa, voilà, assez cool. Je prends la question maintenant du coup de Croque-Mou, qui était une question pareil, un peu d'expertise. Comment est-ce que vous faites la différence entre une carte qui apporte des powerplay un peu unfair comme Untomb et des cartes juste toxiques pour le plaisir du jeu, à quel point on passe de l'un à l'autre? Voilà. Bah, du coup, déjà l'exemple qui est pris, il me semble pas hyper... Enfin, je comprends la question, hein, je vais y répondre, mais l'exemple qui est pris me semble pas très pertinent, parce que Untomb, c'est pas du tout une carte un peu unfair. Enfin, ceux qui ont joué contre Untomb à l'époque où c'était légal en Duel Commander, et aujourd'hui on joue contre la carte que réellement en Legacy. À l'époque, moi j'ai joué le deck Réanimator qui jouait Untomb. Toutes les parties où je piochais Untomb, où je pouvais aller le chercher avec un tuteur, ça faisait toujours un Griselbrand derrière, et ça dans les 3-4 premiers tours, et c'était impossible à remonter pour un jeu.
Faut dire qu'un jeu réanimateur, le problème c'est toujours de mettre les tons au cimetière. Et de pas se prendre une Grave derrière parce qu'on investit toute mana dans le moyen de bumper un ton au cimetière. Et en tombe, ça fait ça en instant pour un mana. C'est vraiment extrêmement menaçant. Donc ça, c'est une carte. Et surtout en plus, dans les autres formats, les cartes de type en tombe, elles prennent très très cher sur les Grave dont on parlait tout à l'heure. Mais là, en fait, en Duel Commander, où on a un peu d'incentive à jouer des toutes petites Grave pour répondre à des cartes à un mana, c'est vraiment dangereux. Pour différencier les cartes unfair et qui nuisent au plaisir de jeu, simplement en fait on essaye de pas avoir les cartes qui nuisent au plaisir de jeu et qui en plus de ça sont trop fortes. Il y en a plein des cartes dans le format qui sont unfair et qui nuisent au plaisir de jeu mais qui sont acceptables. Je pense à Opposition, à Winter Orb, à des exemples plus discutables comme Blood Moon et Contamination. Enfin les cartes qui font des effets de stacks de façon générale. Donc il y en a beaucoup qui sont symétriques. Donc c'est-à-dire Winter Orb, typiquement c'est une carte de façon assez régulière, on la pioche et on n'a pas de créature, ou l'autre a des cailloux et ça marche pas très bien. Et c'est plus nous qui sommes punis. Un peu pareil pour Blood Moon. Les cartes par contre qui sont vraiment complètement unfair et qui demandent une réponse tout de suite où on a perdu, type House of Druid, et celles-là on va pas les rendre légales de sitôt, si ce n'est dire jamais. Et de façon générale, les cartes qu'on trouve trop unfair, c'est celles duquel on peut pas construire sa partie autour. Typiquement, une carte comme Winter Orb, on peut l'anticiper et essayer de tourner autour. Une carte comme Anton ou Serment des Druides, c'est beaucoup plus compliqué. On va pas pouvoir s'amuser à pas jouer de créatures ou à jamais développer son plan de jeu. Donc celle qui nous semble, ma réponse elle est un peu bateau, mais celle qui nous semble de puissance acceptable, qui ont des vrais counterplay, typiquement, on a dit ça, me fait de Blood Moon, je joue une Dread of the Egyptian Grove derrière, il va un peu faire la gueule. Alors que celle où il n'y a pas de bonne réponse de qualité, celle-là on va pas vouloir les débannir. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Thomas. Il y a aussi probablement une question de est-ce que c'est une carte dont normalement le problème est résolu par un sideboard qui est absent de Commander, ou est-ce que c'est une carte qui n'a pas véritablement de défaut, en tout cas qui ne demande pas d'aller chercher très très loin pour sa résolution. Une carte comme un tombe, a priori, justement ça tombe un petit peu dans le lot des cartes où il va falloir faire des efforts pour aller les chercher, quoi. En tout cas pour aller le contrecarrer, je veux dire. Ouais, puis je dirais aussi ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que typiquement, souvent les effets complètement broken qui sont sur la banlist, ils existent déjà en fait dans le format et de façon un peu moins forte. Typiquement, le ban dans tombe, c'est vrai que les gens ont arrêté de jouer réanimateur du jour au lendemain, mais réanimateur c'est un archétype qui est correct dans le format et qui fait des performances de temps en temps. Et bannir en tombe, ça condamne pas du tout l'archétype réanimateur. C'est pour ça qu'on est plus précautionneux sur des cartes comme Underworld Breach. Moi j'aime vraiment pas la carte et je pense que je leur ai mis un petit coup derrière la nuque à l'époque. Mais c'est vrai qu'on a attendu, il y a Raffine qui est arrivé, et bannir Underworld Breach, ça veut dire qu'on prive complètement un jeu combo d'exister qui a des côtés intéressants, et de façon irremplaçable, un peu comme ce qu'accomplit une carte comme Intuition. Ça fait souvent des choses à faire, mais Gift est déjà banni, donc il n'y a que Intuition réellement qui est une version un petit peu moins forte, qui reste disponible aujourd'hui pour faire ça. Comme Back to Basic, c'est beaucoup plus fort que Blood Moon, c'est une carte dont on discute régulièrement, mais c'est très très unfair. Et les cartes pour punir les terrains puissants du format, il y en a déjà beaucoup, et des effets plus ou moins forts, donc c'est possible pour ça que c'est pas des bannis. Qu'est-ce que je pourrais citer aussi, les cartes comme même les généraux qui trichent sur le mana, Roflos qui fait 6 mana tour, qui fait 6 mana tour 3 et qui demande très peu de contraintes de build, et il y a déjà un jeu comme Selvala qui existe, qui est capable de faire ça, mais avec énormément de contraintes et aussi beaucoup de play plus punitifs en face. Ouais. Et encore. Le Rofelo, je suis encore un petit peu partagé. Ah ouais. Ouais. Je pense que Rofelo, c'est une carte qui est extrêmement forte, mais ça reste limité à un archétype monocolore. Les archétypes monocolores, ils ont beaucoup de mal. Ils ont encore beaucoup de mal dans le format. Il y a très peu d'archétypes monocolores qui fonctionnent actuellement. J'ai tendance à penser que de toute façon, là on regarde pour Selvala, le deck il est quasiment inexistant. Vraiment, il y a 2-3 joueurs qui doivent jouer le deck encore
manière régulière. Et je pense clairement qu'il y a à peu près aucun des grinders du format qui choisirait de jouer Selvala pour un choix stratégique et hormis un choix stratégique et pas un coup de cœur. Et donc je pense pas qu'on puisse se dire effectivement c'est une alternative, mais en tout cas ce sera pas la meilleure. On partira en connaissance de cause en se disant que c'est vraiment pas le meilleur deck du format. Ophelos, effectivement c'est très fort et après je n'ai pas connu en tout cas quand ça a été légal. Peut-être que c'est toujours aussi énervé, hein, mais après le Monover garde toujours ses gros défauts de build, on va dire. Ouais, Rofelos, quand c'était légal, il y avait beaucoup moins de force pour l'affronter. Maintenant que le format a quand même pas mal augmenté, moi je suis pas pour qu'on ait une ban Rofelos, hein, que les choses soient claires. Mais je pense que c'est pas non plus le général le plus costaud de la banlist. Il fait plutôt partie Et voilà, l'autre ouais, on va dire des cartes qu'on va pas aller chercher parce que pas forcément intéressante non plus, hein, on est sur l'intérêt. C'est comme Baral. Comme Baral par exemple, qui lui n'est pas déban parce que c'est pas très intéressant pour le format aussi globalement. Ouais, pas très intéressant. Moi je suis un grand aficionados du bleu, hein, donc ouais, je sais bien. bien sûr. Baral, Baral ça a pris cher quand même, hein. Ça a pris cher. Ce serait pas forcément, ce serait probablement pas broken, hein, Alors, je pense que ce serait très ok dans le format et que ce serait même pas si bien que ça, mais bon, c'est comme quand vous aviez débanni Baby Jace au final, parce que tout ce qui était bien avec a disparu. Baral, c'est un peu la même idée. En fait, on va juste se retrouver avec un deck mono bleu contrôle qui va un peu brasser de l'air et puis il y aura plus cette espèce d'aspect unfair avec les tours sup. Donc, je pense que ça a largement sa place en termes de power level dans le format. Après, en termes d'intérêt, là, c'est déjà plus discutable. Bon, il n'y a pas tout le monde qui apprécie jouer contre Mono Bleu, et ce que je peux comprendre. Mais, et donc, est-ce que, bon, pour la santé mentale des joueurs, est-ce que vous seriez prêt à maintenir cette command zone là où elle est? Je comprendrais. Ouais, les mono bleus, le problème, c'est pas qu'ils ont une mauvaise command zone. Le mono bleu, le problème, c'est que ils n'arrivent pas à suivre les menaces nouvelles, hein, qui augmentent beaucoup plus en puissance. Et puis, il a perdu toutes ses meilleures cartes. C'est bien rare qu'il nous donne un counter spell qui vaut en fait les counter spells originaux, hein, voilà, qui ont été créés depuis très très longtemps. Mono bleu, ça n'a pas véritablement pris d'update. Alors bon, on n'est pas particulièrement chaud effectivement pour aller rechercher un général de mono bleu qui va pas être plaisant à affronter. Pour ce qui est de mono bleu, si on veut vraiment le soutenir, si on veut vraiment lui rajouter quelque chose, on va aller chercher véritablement des cartes bleues. Une carte comme Back to Basics, c'est parfait, ça va aider mono bleu, je veux dire, enfin c'est pas un... Par contre, on prend l'essentiel des cartes de la banlist en bleu, ils vont pas rendre mono bleu plus joué, c'est des cartes qui vont être prises par les jeux 5 couleurs, qui vont être prises par Esper. Si on débannit Mystical Tutor par exemple, c'est pas pour ça qu'on va faire exploser les mono bleus. On va avoir des mono bleus qui sont plus puissants, mais on va avoir des Mystical Tutor partout, dans tous les autres decks qui prennent le bleu. Je nuancerai en disant quand même qu'il y a les Time Warp qui sont vraiment des cartes qui sont très mono bleu Center Red, et qui. Je suis partagé sur ces cartes. Je pense personnellement qu'on pourrait limite en avoir deux qui restent dans le format. On laisse Capture of Jinxu où elle est parce que comme ça fait une question d'économie, et puis les deux autres qui pourraient revenir éventuellement parce que bon, on a quand même plus High Tide et c'est clairement Mono Bleu a pris un nerf assez conséquent. On a vu quand Teferi a été déban, le deck de toute façon il est quasiment plus jouable et enfin il est vraiment plus viable dans le format.
son high tide et son les tours sup. Et puis surtout son high tide de toute façon. Donc peut-être que les tours sup, ça pourrait être. Peut-être qu'on pourrait en avoir un ou deux qui pourraient revenir. Je pense que, personnellement, un tour sup, l'unban d'un tour sup serait plutôt une bonne chose. Non, l'unban des 3 tours sup, probablement pas. Non, c'est pas non plus un gameplay qui est particulièrement apprécié. Ce serait pas dramatique de rajouter des tours sup. Il serait probablement joué dans combo, il serait joué. Je pense que c'est joué dans T-Vit. Parce que tu fais T5 time war, T6, enfin tu gagnes un tour sur ton chef. Ouais. Donc ce serait, je les essaierai en tout cas, je sais pas si ça resterait. Et là pour le coup, moi je pense que les cartes sont très fair et que c'est pas des cartes fair, mais c'est une carte qui est très acceptable pour 5 mana de face qu'on lui demande, c'est joué nulle part ailleurs quand commandeur, c'est même pas vraiment joué en cube. Le problème, là c'est aussi un problème technique, c'est que moi j'ai des souvenirs des decks mono bleus qui commencent à boucler les time walk et c'est leur kill. Et en fait là ça allonge vraiment les tournois de façon significative et ça fait des parties qui durent 35 minutes à rallonge et c'est pas hyper serein. Donc moi j'aime bien ta solution ou celle de Grégoire dans des bannières 1 ou 2. 2 je sais pas parce que 2 c'est un peu trop proche de 3, donc s'il faut pas des bannières les 3 en avoir un. Mais un seul pour aller le chercher en tout cas sur les tutors comme Solve the Equation, ce genre de choses, j'y serais assez favorable, ouais. Et que aussi les jeux comme Baby Jace en fait, avec un je pense qu'il va pouvoir réussir à boucler des tours infinis, mais que ça va lui demander beaucoup plus d'efforts que s'il avait les 3. Ouais. Faire une intuition sur 3 time walk, c'est quand même un petit peu pénible, surtout si tu as le fetchland qui va chercher Mystic Sanctuary. Ouais, voilà. Donc à partir du moment où tu joues des fetchland, intuition, plusieurs time walk, effectivement partir en boucle est plus pénible. Avec un seul time walk, ça n'arrivera pas, mais bon, c'est. Tant qu'à faire, on n'est pas sur une urgence non plus, il n'y a rien qui justifie pour l'instant de se pencher là-dessus. Donc à faire, s'il y en a un qui doit se faire des bannières au choix, ce serait plus Time War, vu que ça peut se faire Misdirection, je suppose. Et c'est aussi le moins cher en euros et le plus facile à trouver. Aussi. Ah, je crois que Temporal Manipulation, elle est moins chère parce qu'elle est pas jouable en moderne. Ouais, et Capture, ça avait beaucoup baissé, non? Ça a été reprint? Ça a été reprint comme Judge Reward, mais pas autrement. Du coup, ça a remonté. Mais Temporal Manipulation, ça a été édité, je crois, sur du Ultimate Master. Et du coup, ça avait pas mal baissé. Et puis Time Walk, c'est quand même celui qui a le nom le plus proche de Time Walk. C'est vrai. Donc voilà. Non. Sur ce, je vois pas d'autres questions dans le chat. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci à Sgana et Thomas. Et merci à toi, Koraich, d'avoir pris la place du joueur pour ce soir. Rendez-vous dans 2 mois du coup. Alors, je pense que Sgana, toi tu préféreras faire ping-pong. Ouais, c'est trop tard pour le ping-pong là. Ouais, là pour là ce sera trop tard, mais bon. On essaiera de trouver d'autres gens du comité si possible. Pour pouvoir répondre aux questions du chat. Merci le chat encore une fois pour la présence, pour les questions et voilà. On n'a pas fait de sondage. C'est vrai que j'ai oublié de lancer le sondage pour savoir si le ban était intéressant ou pas. Dites-le en description YouTube. Comment vous trouvez l'annonce de ce mois-ci. Est-ce que pour vous l'unban expérimental de Shurikai c'est quelque chose qui est bien ou pas du tout et vous trouvez que ça aurait dû rester là où c'était dans la banlist. Voilà. Donc du coup rendez-vous dans 2 mois pour la prochaine annonce et on verra, peut-être qu'il aura fini peut-être qu'il aura fini d'être expérimental et qui sera complètement déban ou qui retournera sur la banlist, on verra bien. Merci encore une fois Sgana, Thomas, Koraich pour cette soirée. Rendez-vous demain soir à partir de 20h. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, oui. Content de venir montrer ma casquette pour la première fois. Moi je suis ravi que tu aies pu passer pour une fois. Merci à tout le monde. Rendez-vous donc du coup demain soir 20h, 20h15 à peu près pour un match de Duel Commander qui affrontera Gut contre Yoshimaru, partner je sais pas laquelle. On verra bien. Mais en tout cas voilà, ça vous donnera une petite idée sur ce live sur la chaîne des Chroniques.
Sur ce, on va vous souhaiter une très bonne soirée, très bon début de semaine. Gros bisous tout le monde. Bye bye. Ciao. Salut, gros bisous.